Le regard, c'est vraiment l'observation. Et, et je m'en veux terriblement quand je vois pas quelque chose, quand je rate quelque chose dans un paysage. Le sauvage, c'est un peu de l'ordre du fantasme. C'est ce à quoi amène l'exploration. C'est la découverte d'un monde qui nous rattache encore au mystère. Je crois que c'est pour ça que les îles me plaisent. Et c'est pour ça aussi que les grottes me plaisent. Parce qu'en fait, peut-être dans les îles et dans les grottes, que peux retrouver l'essence même du sauvage, l'essence même de l'imaginaire ou du rêve. Je ne suis pas un explorateur, je ne suis pas un découvreur, hein, clairement. Je pense que je vais jamais au-delà d'une certaine limite. Je m'arrête à un certain endroit, mais qui me permet d'envisager l'émotion et la sensibilité lors d'une exploration, d'une découverte. C'est-à-dire que j'essaye toujours de me mettre dans une position qui va favoriser mon imaginaire, à des fins d'écriture d'un nouveau récit. Je crois que c'est ça surtout, cette mise en situation, quoi. Et ce qui est le plus, je trouve, plus agréable dans ces moments-là, c'est de carrément croire en le paysage que tu vois. C'est-à-dire que moi, là-haut, en fait, je suis en haut du volcan. Je suis en haut d'Ainui, sur Moana Fa'ao. Oriata, la représentante des Moani, raconte que l'île s'appelle Moana Fa'aaro, qui se traduit du polynésien par l'endroit au large où aucune terre n'est en vue. Oriata raconte qu'il y a 500 ans, Ainui, le volcan, s'est réveillé. Dans sa colère, il brûle des forêts entières, ravage bon nombre de terres arables et emporte avec lui des milliers d'habitants. Cette tragédie, les Moani l'ont appelée Taïa, le chagrin. Cette nuit-là, un enfant naît. C'est une petite fille. Elle s'appelle Ta'amu. Ta'amu, c'est le lien, c'est ce qui lie les choses entre elles. Ta'amu, une fois adulte, n'a qu'une seule obsession: réconcilier la terre avec Ainui, pour que plus jamais le volcan ne se réveille. Alors Ta'amu part chaque jour en forêt et fabrique des sculptures. Elle insère des pierres volcaniques dans des troncs d'arbres. Elle les appelle les Paoratu Mato, l'arbre qui pousse dans le rocher. Il y a différentes techniques qui vont être utilisées pour fabriquer en fait de nouvelles images, leur donner un nouveau sens. Ce qui me permet derrière de les recontextualiser et de les insérer à l'intérieur du récit de Moana Fa'ao.
Pendant 3 semaines, l'Austral subit une tempête continue et perd 8 de ses hommes. Les vagues atteignent 20 mètres de haut. Le vent souffle en rafale à 160 km/h. L'eau n'est guère au-dessus de zéro et il fait -15. L'idée, c'était de consacrer ce dernier séjour de résidence à Nécatonea à l'écriture d'une nouvelle partie du récit de Moana Fa'aro. Sur une partie bien précise qui se déroule au XIXe siècle et qui correspond à la création en fait, du domaine d'Abadia où on se trouve là et qui a été acheté par Antoine d'Abadie au courant du XIXe siècle. C'est tout ce que tu t'es marqué sur ton téléphone hier ou... Ça, non, ça date du mois de novembre, lorsque j'ai visité le château d'Abadia tout seul. Et en fait, dans la cage d'escalier, il y a. C'est ça. Bon, je te montrerai. Et, et c'est une fresque de 6 ou 7 scènes. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça. Ouais, 7. Donc il y a 7 scènes. Sont des peintures de scènes en Éthiopie, de scènes de la vie quotidienne ou d'une coutume sacrée, d'un geste sacré en Éthiopie. Et en dessous de chaque scène, il y a un commentaire écrit en éthiopien. Qui est Antoine d'Abadie, quelle a été la qualité de son voyage, je savais même pas qu'il avait passé autant de temps, 10 ans là-bas, quoi. Quand tu es face à une composition naturaliste, comme la 6e variation en Magval, c'est quand même une pièce qui fait 10 mètres sur 2,50 m. Elle est composée de près de 600 éléments. Et en fait, le spectateur, spectatrice, va rentrer tout seul dans le récit. En fait, on rentre dans l'univers, on capte qu'il y a une question d'exploration, qu'il y a plusieurs personnages, qu'on part vers les îles. On capte tout ça, en fait. C'est pareil, c'est un portrait que tu as trouvé sur internet. Ouais. Libre de droit puisque c'est sur Wikipédia. C'est en attendant la résidence avec le château. Est-ce que là, est-ce que ça te permettra de... Je pourrais potentiellement avoir accès au fond, aux archives du château, au fond des œuvres. On dirait un crooner maintenant. Mais c'est très rare que j'utilise des images comme ça issues d'internet parce que là ça va que la qualité est plutôt bonne, mais c'est quand même pixelisé, c'est imprimé, c'est un peu dégueu. Et alors que les images que tu chopes dans les bouquins, c'est des héliogravures, elles sont magnifiques, les tirages sont superbes. Donc il y a vraiment de la matière, quoi. Tu peux travailler, moi je m'éclate, je m'amuse bien à faire ça. C'est pour ça que j'utilise très rarement les images d'internet. Parce que j'ai quand même besoin d'avoir une authenticité dans la qualité de l'image. Tu vois, c'est pas du tout la même, l'image n'a pas du tout la même qualité entre cette image imprimée sur une jet d'encre et un bouquin imprimé dans les années 50 par Artaud, quoi, édité chez Artaud. C'est le jour et la nuit.
Et ça fait partie vraiment des enjeux réguliers dans ma pratique, qui est d'arriver à la fabrication d'une archive fausse en fait, mais qui a tout l'air d'être vrai, quoi. Donc ça marche avec des carnets de bord d'un personnage, ça marche avec l'écriture et la fabrication d'un journal publié au quotidien au 19e siècle et des articles écrits par Jeanne Ismaël. Ça marche avec des photographies comme ça, qui sont déjà vieilles, qui sont issues de bouquins qui datent des années 50, 70, donc qui ont déjà leur grain, qui étaient déjà, dont le papier a déjà vieilli, etc. Mais d'ajouter en plus une surface coloriée au charbon, ça ajoute encore, ça vient asseoir quelque chose de vraiment vieux, quoi. Et ensuite, je peux aussi récupérer des images, toujours dans ces livres-là, sur lesquels je vais venir juste noter un prénom, une date relative à un de mes persos du récit, et donc m'approprier complètement d'une part l'image, effectivement, mais aussi m'approprier le personnage qui se trouve photographié, quoi. Et donc ça me permet de donner corps à des personnages, qui est une pratique qui est devenue nécessaire en fait pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise du récit, ouais, et le rendre encore plus probable, réel en fait. Là c'est le chat Etrusco avec Mathilde, la mère de Giulia. Mathilde est spécialiste elle est historienne des Étrusques et des Nuragues. Voilà, donc ça on est bon. Et là, ça va être une photo de vacances d'Haïti. Ben voilà, tu vois, j'avais jamais fait ça. Ça rappelle quelque chose. Ouais. Ça rappelle je sais pas ce que... C'est des vieilles œuvres d'art du 19e siècle ou un truc comme ça. Tu sais, ces petites peintures italiennes. Ah ouais. Pour la sortie de résidence à Nécatonea, j'ai pris la décision de reprendre le système des compositions naturalistes que j'exploite depuis plusieurs années et dont la dernière, la 6e variation, a été présentée au MACVAL en 2023. Et là, ce qu'on a fait, c'est d'utiliser Antoine Dabadi, donc le propriétaire historique du domaine d'Abadia où nous nous trouvons, et pour leur accorder au récit de Moana Faharo à travers Giulia Camassad, qui est un de mes personnages principaux. Le récit s'élabore à partir de recherches assez naturelles comme ça, et qui sont des recherches qui sont basées sur de l'improvisation et sur une sorte de sensibilité, si tu veux. Là, ce qui vient de se passer lors de la résidence, c'était pas prévu qu'il y ait ces 2 personnages supplémentaires qui arrivent.
Le système des compositions naturalistes, c'est un système d'assemblage de documents, des choses qui peuvent faire partie de ma propre vie, de mes propres expériences. Et ça peut être aussi des prélèvements de minéraux, des prélèvements d'insectes morts. Et c'est Aby Warburg qui parlait de l'esthétique de l'intervalle. Et c'est une question que j'ai commencé à me poser il y a un certain nombre d'années, mais que j'ai mis en forme un peu plus récemment, de la qualité et de l'usage de ces intervalles dans une composition naturaliste. Et qu'est-ce qui fait le lien entre tel document et tel objet? Et comment tel document prend une valeur selon l'objet qui est à côté, et comment cet objet-là prend la sienne à côté du document. Et en fait, du coup l'espace vide vient se compléter, c'est l'intervalle temporel où toi, inconsciemment, peut-être, en tant que spectateur, tu vas avoir le temps, tu vas prendre ce temps pour te perdre, te laisser aller, lâcher prise et te laisser aller dans le récit et fabriquer le tien propre. La thématique, c'est Antoine. Comment ? La thématique, là, c'est Antoine Dabadi. La thématique, ouais, c'était l'insularité et la récupération de mon récit sur l'île que j'ai inventé. Et donc j'ai intégré Antoine Dabadi au récit. D'accord. Ah oui, il a une vie extraordinaire. Dingue. Fascinante. J'ai perdu le fil des personnages de fiction, des personnages réels. C'était peut-être son but aussi. Peut-être, mais à un moment donné, j'ai perdu le fil. Mais j'ai trouvé ça très bien. Je pensais à Yon qui est à fond en ce moment sur les explorateurs. Ah, il aurait dû venir. Ah, il aurait dû venir, je crois que ça lui aurait plu. J'ai plus une question par rapport à ton texte, ton récit. Est-ce que tu prévois une fin? J'ai l'impression que c'est un récit qui peut durer jusqu'à la fin de ta vie, en fait. C'est vrai que ça fait déjà, ça fait depuis 2016 qu'il est, même fin 2015 qu'il est initié. Mais en fait, le récit, pour moi, est très difficile à finir tant que j'ai pas résolu tout le voyage, toute une partie du voyage de Giulia, quoi.